Bonjour chers candidats à l'examen baccalauréat D pour la session 2019. Dans le cadre de votre préparation, nous allons aujourd'hui corriger le sujet numéro 1 de la session 2016, notamment partie A, le QCM. Nous avons 4 affirmations avec des propositions de réponse. QCM 1. La section de la racine antérieure d'un nerf rachidien entraîne, proposition A, la paralysie des muscles innervés par ce nerf. Proposition B, l'insensibilité du territoire innervé par ce nerf. Proposition C, la contraction des muscles innervés par ce nerf. Proposition D, l'insensibilité et la paralysie du territoire innervé par ce nerf. Quand on observe l'arc réflexe. La racine antérieure, c'est la partie de la moelle épinière qui est au-dessus. Si elle est sectionnée, les influx nerveux afférents ne pourront plus rejoindre le centre nerveux qui est la moelle épinière. Donc, on va noter une paralysie de tous les membres innervés par ce nerf. La bonne proposition est dans le A. Affirmation 2. Une substance toxique microbienne dont on a détruit le pouvoir pathogène. Qu'est-ce que c'est? A, une toxine? Non, son pouvoir pathogène a été détruit. B, une antitoxine? Non, elle ne combat pas les toxines. C, une anatoxine? Vrai, parce que ça reste une toxine, mais qui n'a plus de pouvoir pathogène. La proposition C est donc juste. QCM 3. Chez les spermaphytes, on appelle gynécée ou pistyle l'organe reproducteur mâle. Non. C'est faux. L'organe reproducteur mâle, c'est l'androcée. L'ensemble des pétales d'une fleur est appelé corolle. On appelle androcée organe reproducteur femelle. Proposition C, c'est faux. L'ensemble des carpelles forme l'androcée. Non. Proposition D, c'est faux parce que l'androcée forme l'ensemble des parties mâles. La bonne proposition, c'est le B, parce que l'ensemble des pétales d'une fleur forme la corolle. QCM 4. L'insuline, proposition A, est une hormone hyperglycémiante. Ça n'est plus la peine de lire la suite, parce que nous savons que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Proposition B est antagoniste de l'adrénaline en ce qui concerne la régulation de la glycémie. C'est vrai, pourquoi? L'insuline est hypoglycémiante. L'adrénaline, c'est une hormone qui nous prépare à l'action. Donc, elle va favoriser quoi? La glycogénolyse pour libérer le glucose dans le sang. Donc, les deux hormones ont des effets opposés. La proposition B est donc exacte. En partie B, question à réponse ouverte, le QRO. La définition des termes. Définition des termes. C'est quoi la capacitation? Capacitation. Lorsque les spermatozoïdes sont produits chez l'homme, ces spermatozoïdes n'ont pas encore un pouvoir fécondant. C'est dans les voies génitales féminines que les spermatozoïdes vont acquérir le pouvoir fécondant. Et ce processus est donc appelé la capacitation. Donc on a le processus au cours duquel les spermatozoïdes acquièrent le pouvoir fécondant dans les voies génitales. Féminine. C'est quoi une allergie? On entend généralement dire je suis allergique à ça, je suis allergique à ceci. En fait, c'est une réaction de défense immunitaire. Réaction de défense immunitaire exagérée d'un individu à la suite de l'exposition
ultérieure à un antigène donné. Et enfin, le délai synaptique. Déjà, il faut dire ce que c'est qu'une synapse. C'est le lieu de rencontre entre un neurone et une autre cellule. Et le délai synaptique correspond à quoi? C'est le temps nécessaire pour que le message nerveux passe du neurone à une autre structure. Durée nécessaire. Durée nécessaire. En général, c'est quelques millisecondes pour qu'un message nerveux franchisse une synapse. Et enfin, la dernière définition, c'est quoi une espèce? On a l'espèce humaine, on a l'espèce des chiens. Une espèce, ça correspond à quoi? C'est un ensemble d'individus. Apparentés, présentant des caractéristiques communes, Ces caractéristiques communes peuvent porter sur la morphologie, donc la même forme biochimique, sur la biochimie, l'anatomie, la physiologie, oui, et qui se ressemblent, mais surtout qui sont interférents. Ils sont interférents. Donc ils peuvent se reproduire entre eux. Voilà. La partie C. Partie C au choix. Ok. Partie C au choix. Exercice 1. Donc, exo 1. Le texte ci-dessous est un extrait des travaux de Pavlov décrivant deux types de comportements chez le chien. Nous donnons directement à manger au chien et au bout de 1 à 2 secondes, la salive commence à couler. Nous avons agi sur le chien à plusieurs reprises par les battements du métronome et nous lui donnons immédiatement à manger après plusieurs répétitions. Le bruit du métronome seul provoquait la salivation. Identifiez les deux types de comportements décrits dans le texte par Pavlov. Donc, dans le texte en 1, les deux types de comportements, nous avons d'abord le comportement inné, et le comportement acquis. Pourquoi? C'est quoi le comportement inné? Il est naturel qu'un chien salive lorsqu'on lui présente de la viande. C'est un comportement inné. Mais il n'est pas normal qu'un chien salive lorsqu'il entend un bruit. Pourquoi? Le chien a été conditionné à saliver lorsqu'il entend un bruit. Pourquoi? Parce que avant de lui donner à manger, on sonne. Avant de donner à manger au chien, on sonne. Au bout d'un certain temps, seulement au bruit de la sonnerie, le chien se met à saliver. Ce chien a été conditionné. On va donc parler de comportement acquis. Dans la deuxième partie, on va indiquer 3 caractéristiques de chacun des comportements. Quelles sont les caractéristiques du comportement inné? Quelles sont les caractéristiques du comportement acquis? On va faire cela dans un tableau, la réaction innée et la réaction acquise. Ok. Déjà, il faut savoir que la réaction innée ne demande aucun apprentissage. Donc, elle est automatique. Elle est automatique. Automatique avec un seul M, oui.
Alors que la réaction acquise exige l'apprentissage. Il a fallu qu'on sonne plusieurs fois avant le repas pour que le chien se mette à saliver dès la sonnerie. Le deuxième point, elle est stéréotypée. Elle est stéréotypée. On va obtenir toujours la même réaction à chaque fois qu'on présente de la viande à un chien, alors que la réaction acquise est comment? Temporaire. Enfin, elle n'a pas besoin d'entretien. Elle n'est pas entretenue. Elle n'est pas entretenue. Quel que soit l'âge, le chien va saliver à la vue de la viande. Alors que ici, cette réaction nécessite l'entretien. Si un chien, on a habitué un chien à saliver avec le bruit du métronome, si ce chien passe un certain temps sans écouter le bruit du métronome, il perd cette habitude. Enfin, la réaction innée est présente dès la naissance. Présente dès la naissance. Alors que, ici, elle nécessite la création d'une nouvelle liaison nerveuse. D'une nouvelle liaison nerveuse. Et enfin, pour déclencher la réaction innée, elle est déclenchée par le stimulus absolu, c'est-à-dire la viande absolue. Et là, elle est déclenchée par le stimulus conditionnel. Sur ce, nous en avons fini avec l'exercice 1 de la partie au choix. Expliquons l'exercice 2 au choix. Expliquons l'effet d'une hémorragie sur la pression artérielle. Déjà, il faut dire qu'en cas d'hémorragie, le patient perd du sang. Donc son volume sanguin diminue. Ça a pour effet donc de faire comment? De réduire la pression artérielle. L'hémorragie entraîne une diminution du taux sanguin. L'hémorragie entraîne diminution du taux sanguin d'ADH qui va à son tour entraîner une forte élimination d'eau. Une forte élimination d'eau par les reins, qui va à son tour entraîner une baisse de la volémie, d'où une baisse de la pression artérielle. En 2, question 2. Monsieur Kalati est atteint d'une tumeur de la neurohypophyse, causant une hypersécrétion d'hormones antidiurétiques. Il se rend régulièrement à la pharmacie pour faire vérifier sa pression artérielle. Selon vous, celle-ci sera-t-elle chroniquement élevée ou basse? Justifiez votre réponse. En effet, ce qu'il faut dire, c'est que sa pression artérielle sera chroniquement élevée. Pourquoi? Parce que l'ADH entraîne deux points. Premier astérix, la vasoconstriction. La vasoconstriction qui va entraîner quoi? Une augmentation de la pression artérielle. Ensuite, l'ADH va favoriser l'absorption, la réabsorption d'eau.
la réabsorption d'eau au niveau des reins. Donc, entraînant ainsi quoi? Une hypervolémie. Une hypervolémie à l'origine de quoi? D'une augmentation de la pression artérielle. Le grand 2, exploitation des documents. Partie A. Exploitation des documents, partie A. Il nous est présenté un tableau nous donnant la composition de l'atmosphère, des molécules azotées et oxygénées dosées dans ces différentes atmosphères. La première question nous interroge sur le milieu qui conduit à des rendements notables en molécules réactives. Pour répondre à cette question, il faut pouvoir déterminer le milieu où l'on retrouve des composés carbonés, des composés riches en hydrogène, des composés que l'on retrouve dans les organismes des êtres vivants. Est-ce que l'on retrouve par exemple le CH3? Oui. Est-ce que le CH3 peut être utilisé pour produire des molécules organiques? Est-ce que le méthane peut être utilisé pour produire des molécules organiques? Est-ce que l'eau intervient dans la production des molécules organiques? Oui. Donc, on a donc en petit 1 ok, il s'agit du milieu 3. Du milieu 3 qui a une atmosphère réduite. Oui, celle qui permet la fabrication des molécules organiques. Et du milieu 4, voilà dans les milieux qui vont permettre la fabrication des molécules organiques. Le milieu 4 qui a une atmosphère réductrice. En question 2, quelle aurait pu être la composition chimique de l'atmosphère primitive? Vu que dans le milieu 3 et le milieu 4, on a pu avoir la production de matière organique constituant les êtres vivants, on peut donc déduire que l'atmosphère dans les milieux 3 et 2 aurait pu être l'atmosphère primitive. En 2, l'atmosphère primitive comprenait deux points. On peut donc avoir du méthane, de l'ammoniac, du dihydrogène, c'est-à-dire du H2, et de la vapeur d'eau. Les sources d'énergie. Nous avons vu précédemment que pour toute réaction chimique dans le vivant, on a besoin d'une source d'énergie. Les sources d'énergie étaient donc les rayons lumineux, les sources d'énergie. On a alors les rayons lumineux, bien évidemment venant du soleil. En 2, on peut avoir les éclairs lors des orages. Les éclairs lors des orages. Et enfin, le troisième élément, les ondes de choc. Les ondes de choc là proviennent de quoi? De l'arrivée des météorites sur la Terre. Les ondes de choc. Les ondes de choc. Entre parenthèses, arrivée des météorites sur Terre. Voilà donc quelles peuvent être les sources d'énergie qui ont contribué à la production de molécules organiques sur Terre à partir des éléments chimiques qui constituaient l'atmosphère primitive. Nous allons passer maintenant à la partie B. Partie B de l'exploitation des documents. Partie B,
Nous avons dans le de la pune qui, dans un premier temps, sont soumises à l'accouplement. Ensuite, les animaux sont sacrifiés, un à intervalles réguliers. On prélève sur chacun des ovocytes dans lesquels on prépare des couples destinés à l'observation microscopique. Les schémas du document 3 présentent quelques aspects des phénomènes qui se déroulent après l'accouplement de l'oviducte. En question 1, vous êtes demandé d'identifier les cellules de 1 à 6. Le C1 correspondrait à l'ovocyte 2. À l'ovocyte 2, le C2 à l'ovocyte, à l'observation, le C3, vu qu'il s'agit d'une cellule en pleine division, et on voit bien que le C3 est constitué de 2 cellules, on va leur dire 2 premières cellules, 2 premières cellules de l'embryon. En C4, on voit une masse constituée de plusieurs cellules, on va dire cellule œuf en division. En C5, on a là la cellule œuf. Et en C6, ovocyte 2 avant fécondation. Avant fécondation. Question 2. Il nous est demandé de classer toutes ces étapes du développement de l'ovocyte 2 dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire, on va partir de l'ovocyte avant fécondation jusqu'à la cellule œuf. Question 2. On a donc le C6. Parce que C6. Ensuite, pourquoi C6? Parce qu'il faut justifier notre réponse. Aucun spermatozoïde n'a pénétré. D'abord, le C6, aucun spermatozoïde n'a pénétré dans l'ovocyte. Après cette étape, nous avons le C1. On a ovocyte. Pourquoi le C1? Pénétration. Là, il y a déjà les spermatozoïdes qui interviennent. Pénétration des spermatozoïdes. Ensuite, le C2. Le C2, on a activation de l'ovocyte 2. Parce que dès que le spermatozoïde va pénétrer dans l'ovocyte, ça va activer l'ovocyte. Activation de l'ovocyte 2. Après le C2, on a le C5. Pourquoi le C5? Le spermatozoïde ayant pénétré dans l'ovocyte, le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovocyte sont amenés à fusionner. Donc on a les deux noyaux haploïdes, mâle et femelle, se rapprochent. Et enfin, ensuite le C4, où la cellule œuf, les deux noyaux ont fusionné, on a obtenu la cellule œuf. La cellule œuf effectue donc sa première mitose après la karyogamie. Ensuite, on a le C3, achèvement de la mitose. Et la troisième question. Que représente l'élément 16 sur le schéma? Les éléments 16 sont des petits points qu'on peut observer à la périphérie de l'ovocyte. Qu'est-ce qu'ils représentent? L'élément 16, les granules corticaux. C'est de tout petits points qu'on retrouve près de la membrane de l'ovocyte. Leur rôle dans la fécondation, il nous a demandé leur rôle, contribue à la formation de la membrane de fécondation. Pourquoi il faut la membrane de fécondation? Chaque ovocyte doit être fécondé par un seul spermatozoïde.
Les granules corticaux libèrent les contenus pour empêcher la polyspermie. Pour empêcher la polyspermie, c'est-à-dire la fécondation d'un ovocyte par plusieurs spermatozoïdes. Ok, sur ce, nous avons achevé avec l'exploitation des documents. Nous allons passer au grand 3, la saisie. La saisie de l'information scientifique. Différentes techniques permettent d'obtenir des fractions purifiées de la protéine GP120 qui a de nombreuses copies intégrées à la surface de l'enveloppe du VIH. On injecte à un sujet cette protéine, puis on extrait quelques semaines plus tard des anticorps sécrétés parmi lesquels doivent figurer les anticorps GP120. Le GP120 est une protéine virale qui se lie au récepteur CD4 porté par les lymphocytes T4, les monocytes, les macrophages, les cellules nerveuses. Les substitutions identiques du virus VIH sont préparées. La première est additionner les anticorps obtenus précédemment. La seconde est un témoin. On ajoute à chaque suspension une culture identique de LT4 et on suit l'évolution du nombre de virions dans les deux lieux ainsi obtenus. De nouveaux virions apparaissent uniquement dans le milieu ne contenant pas d'anticorps. Expliquer l'infection d'un lymphocyte T4 dans une suspension. Donc, déjà, ce qu'il faut dire, pour que le virus se multiplie, il a d'abord besoin de lier son GP120 à un CD4 d'une cellule disposant de récepteurs CD4. Ensuite, il va s'introduire dans la cellule, du moins il va introduire son ARN viral et sa transcriptase inverse, qui va donc transformer son ARN viral en ADN viral ou provirus. C'est le provirus qui va donc s'introduire dans le matériel génétique de la cellule hôte, qui va donc réaliser pour le provirus la transcription et la traduction pour donner de nouvelles protéines virales. Ainsi, l'infection de LT4 se fait en plusieurs étapes. Première étape, reconnaissance. Entre le GP120 viral et le CD4 du LT4. Donc le GP120 du virus reconnaît le CD4 de lymphocyte T4. Deuxième étape, pénétration. Donc il y a une liaison, il y a d'abord une liaison entre CD4 et GP120. Ensuite, il y a pénétration de l'ARN viral et la transcriptase inverse et transcriptase inverse dans la cellule, dans le LT4. Oui. Ok. Donc voilà donc les étapes de l'infection d'une cellule à CD4 par le virus. Le virus va reconnaître sur toutes les cellules qui ont le CD4, il va reconnaître le récepteur, il va venir se fixer sur ce récepteur CD4 et il va envoyer son matériel génétique, l'ARN viral, dans le cytoplasme de la cellule hôte. La deuxième question, expliquer l'apparition de nouveaux virions. En deux, l'apparition de nouveaux virions. Comment se fait l'apparition de nouveaux virions? Elle est due à l'infection de LT4 par le VIH. En effet, après l'infection,
C'est-à-dire, dès que le matériel viral est dans le cytoplasme du LT4, il utilise son programme génétique pour réaliser la transcription et la traduction. Après l'infection, il se produit une retrotranscription, de l'ARN viral en ADN viral, catalysé par la transcriptase inverse, voilà, qui intègre maintenant l'ADN viral obtenu, intègre le génome de la cellule hôte grâce à l'intégrase, le métabolisme du LT4 est détourné au profit du virus, est détourné au profit du VIH, qui réalise sa transcription, puis la traduction, pour donner des protéines virales, oui, qui vont s'assembler, qui s'assemblent en virion, ok, qui s'assemblent en virion. Pourquoi est-ce que le VIH n'apparaît pas dans la suspension ne contenant pas de LT4 en 3? Déjà, les virions n'apparaissent pas. Les virions n'apparaissent pas dans l'autre suspension à cause des anticorps anti-GP120 qui détruisent le GP120 du virus, à cause des anticorps anti-GP120. En effet, ces derniers neutralisent le VIH, à partir de leur récepteur GP120, formant ainsi un complexe immun, le fameux complexe de la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Les sites GP120 étant occupés, leur fixation sur les LT4 deviennent tout simplement impossible. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous avons terminé avec la correction du sujet 1 de la session 2016.